Hélène, je vais peut-être te laisser faire l'introduction de la partie qui arrive. Absolument. Donc, la partie qui arrive, comme promis, est donc la conférence de Marie-Agnès et François. Et Marie-Agnès et François ont choisi pour démarrer de nous faire un petit quiz que l'on va lancer tout de suite et François ensuite commentera. Donc, c'est un petit sondage complètement anonyme. Répondez complètement librement, il n'y a aucune importance. On va tous se tromper ensemble ou pas se tromper. Et on regardera à la fin qui a répondu, non pas qui a répondu, mais combien de personnes ont répondu quoi. Et ensuite, François commentera. Et le... Peut-être y aller, François. Toi, c'est bon, tu vois les résultats? Oui, je vois les résultats. Ok. C'est intéressant parce qu'il y en a quand même 32% qui pensent qu'il était autrichien. Alors en fait, il était suisse. Suisse de la partie alamanique, donc suisse qui parlait allemand. Hein. Il a fait toute sa carrière en Suisse. Hein. Et c'était son grand-père qui était allemand qui a émigré en Suisse. Alors, après ça, le prénom, ben ça par contre, 80, c'est bien connu, c'était Emma qui était effectivement sa femme. Comme il a eu une vie personnelle un peu agitée, par contre, les deux premières, Tony et Sabina, ont été parmi ses maîtresses. Hein? Sabina, on n'en a jamais été vraiment sûr. Si on voit le film d'Angelus Method, c'est assez explicite. Oui, mais il a dit des tas de bêtises dans ce film. Absolument. Alors, le père de Jung, il était pasteur, et ça l'a beaucoup influencé, le fait que son père était pasteur, pour comprendre aussi beaucoup de choses. Et c'était son grand-père, qui s'appelait également Carl Gustav, qui était médecin. Parmi les méthodes qu'il a utilisées, il n'a jamais utilisé l'hypnose. Il a appelé son approche, au départ, il a été formé avec Freud à la psychanalyse, mais il s'est séparé de Freud, il a appelé son approche la cure analytique, non plus la psychanalyse. Hein. Et dans la cure analytique, il utilise effectivement l'imagination active et l'interprétation des rêves. Alors, la libido. Il y a des farceurs. Ce n'est pas une forme particulière d'érotisme, quoi qu'on puisse en penser. Ce n'est pas une boisson romaine revigorante. Par contre, dans l'esprit de Jung, c'est très bien une énergie psychique vitale. Hein. Et dans l'énergie psychique de vitale, c'est une des choses qui le différencie de Freud. Il n'y a pas que le refoulement de la sexualité. C'est beaucoup plus large. Hein. C'est vraiment une énergie psychique vitale. Hein. Alors, le dialogue intérieur n'a pas été créé par les Rolling Stones, mais par les Sidra Stone. Hein. Il permet effectivement d'explorer l'ombre. Il permet effectivement d'explorer l'ombre. Oui, effectivement, c'est un processus, ça c'est un point important, on verra ça au cours de la conférence. C'est un processus et non pas une sous-personnalité. Donc, bravo à toutes cette bonne connaissance. Hein. Pardon? Voilà. Ça permet de dresser, ça permet pas de dresser une cartographie complète parce qu'on n'a jamais fini, c'est jamais complet. Hein. Par contre, ça permet effectivement d'aider une personne à identifier et accueillir tout ce qu'il est dans sa totalité. Et ça permet aussi de comprendre l'énergétique des sous-personnalités et pas simplement une compréhension intellectuelle. Donc, bravo, c'était le nombre de réponses, parce que peut-être vous ne voyez pas le pourcentage de réponses, hein, mais bon, dans l'ensemble, c'est bon. On les voit. Vous les voyez, d'accord. Vous les voyez, très bien. Alors, les fonctions primaires sont, non, ça n'a rien à voir avec l'évolution darwinienne, hein, ce sont effectivement des énergies de survie, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans l'enfance pour protéger et pouvoir s'adapter au milieu dans lequel on vit, dans la culture dans laquelle on vit. Donc, c'est des énergies qui nous permettent de survivre à partir de l'enfance. C'est comme ça qu'elles se construisent. Hein. Elles sont un peu automatiques, mais elles naissent à partir de l'enfance. Et effectivement, elles peuvent être assimilées à la persona de Jung en étant plus détaillées que simplement la persona. Et
elles apparaissent, comme je venais de le dire, pour protéger la vulnérabilité de l'enfant intérieur, ce qui explique pourquoi on les considère comme les énergies de survie, ces énergies primaires. Voilà, ben dans l'ensemble, c'est super vos réponses. Hein. Bravo. Alors, je vais proposer de partager la présentation. C'est vraiment les meilleurs qui sont là. Hein. Un public très sélectionné. Hein. Hélène, tu reprends la main, on te laisse pour tout le Ouais, c'est surtout donc, François et Marie-Agnès. Bon, très bien. Je vais nommer aussi Marie-Agnès. En tout cas, François, tu peux faire défiler à ta guise normalement la présentation en bas à gauche. Quand tu dois pointer avec ton curseur, tu dois avoir des flèches apparaître sur D'accord, je les vois, oui. Voilà, qui doivent te permettre. Alors, le problème, c'est qu'on alterne avec Marie-Agnès, donc à un moment, il faudra que ce soit elle qui ait la main, à moins que tu nous les passes et que je dise simplement diapositive suivante, c'est peut-être plus simple. Oui, je le ferai si vous voulez. D'accord. Hein. Voilà, donc, donc on est très heureux avec Marie-Agnès de vous présenter cette conférence sur comment Jung a ouvert la voie au dialogue intérieur, donc à Alice Silverstone, dont vous avez la photo, comment on est passé de la Suisse à la Californie, pour rester dans les pays, et surtout comment, à partir du travail très profond qu'a fait Jung et de tout ce qu'il a découvert et développé, on peut maintenant, à travers ces découvertes, à travers différentes méthodes et le dialogue intérieur et une de ces approches, avoir une approche beaucoup plus ouverte, complète de ce qu'est notre inconscient et de l'évolution que nous pouvons suivre vers un chemin d'individuation. Donc, voilà. Alors, tu peux nous présenter le programme, Marie? Je vais vous commenter rapidement le programme. Hein. Donc, nous avons déjà fait la première partie, qui est cette mise en énergie, ce petit sondage. D'ailleurs, merci d'avoir participé. Bravo pour votre bonne connaissance de Jung. Nous allons après, je vais vous présenter après comment est-ce que tout ça s'est finalement passé avec une vision. Et c'est comme si on était passé du NOS. Après, on rentrera plus spécifiquement dans ce qu'on veut vous dire, c'est-à-dire comment on est passé de la typologie très jungienne au dialogue intérieur, donc conçu et mis en route par les Stones. Donc, je vous présenterai la partie qui est en verte, la différenciation des opposés et la désidentification de la primaire. François reprendra la parole pour vous parler de l'évolution de la conscience et de ce fameux moi conscient, moi qui prend conscience. Et puis après, quand on aura, c'est le gros de notre exposé, quand on vous aura expliqué tout ça, eh bien, on vous fera un petit clin d'œil sur « Rejoignez l'association ». Voilà. Bravo Marie-Agnès. Alors, écoute Marie-Agnès, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la conception que nous proposent les Stones, eh bien, on est vraiment dans une démarche qui cherche à sentir les énergies qui sont en présence dans une personnalité. Et c'est intéressant de voir comment ils ont vraiment intégré cette notion qui est très jungienne de la personne, voilà. En fait la manière dont on se présente au monde, dans ce qu'on va appeler les primaires, et que de l'autre côté, dans l'ombre, il y a une autre forme d'énergie qui sont très intéressantes, qui sont complémentaires à explorer. Donc, comment est-ce que tu peux nous montrer nous expliquer comment on passe de Jung au dialogue intérieur? Eh bien voilà, donc je vais déjà vous parler sur la diapositive qui s'appelle du NOS. Hein. Si vous pouvez la mettre sur l'écran. Voilà. Donc, clairement, on suppose, on en a même quasi la certitude, que Jung, la fonction primaire de Jung, c'était l'intuition introvertie. Donc, c'était sa fonction primaire qu'il a largement utilisée et exploitée en innovateur. C'était vraiment un innovateur. Il a exploré la psyché comme personne. Moi, je suis un peu tombé dans le tonneau, donc vous me pardonnez mes excès. Hein. Bon. Donc, il nous a laissé des fantastiques pépites. Hein, et ces pépites, c'est effectivement les 4 fonctions dans les 2 couples de ces fonctions. Vous connaissez ça par cœur. Hein, les fonctions de perception avec l'intuition et la sensation, et les fonctions de jugement avec la pensée et le sentiment. Donc, il a vraiment mis les petits cailloux. Qu'est-ce qui s'est passé après dans les petits cailloux, sans jeu de mots, hein? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a des esprits assez subtils hein, qui ont créé à partir de ça comment on allait cartographier, visualiser
comprendre ce qui se passait dans la psyché. Et on arrive aux inventaires de typologie. Vous les connaissez, hein, le MBTI, le Golden, le CCTI. Et ça permet effectivement de visualiser. Donc, on est sans doute encore là dans le N, hein, le N, la conception, la vision à long terme. Et puis, il y a des Américains un peu malins, hein, et des vrais Américains, hein, je crois que les Américains tels qu'on les connaît, c'est des gens assez concrets, assez pragmatiques, et bien ils se sont mis à faire du S. Je ne sais pas s'ils l'étaient, mais en tout cas, ils en ont fait. C'est-à-dire qu'ils se sont saisis de tout ça pour proposer un protocole, un processus pour mettre en action tout ce qui s'était passé avant. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'opposés qui se manifestent et qui se réunissent en quelque sorte. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette conférence. Quand on passe de Jung au Stone, on passe de l'intuition à la sensation. Voilà. Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante? Voilà. Alors, je vais effectivement expliquer maintenant comment on passe de la typologie au dialogue intérieur, c'est-à-dire la différenciation des opposés, la désidentification de la primaire. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ça va se passer en 2 temps. Je vais vous expliquer le processus de l'adaptation tel que l'a vu Jung, hein, les conduites gagnantes et les sources de conflits, et le processus de la résolution des conflits, la vision de Jung et la mise en action des Stones. À chaque fois, on a Jung et les Stones. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami Jung sur l'adaptation? Eh bien, tout à l'heure, François vous l'a très bien expliqué. Il a effectivement expliqué qu'on était quasi nécessairement obligé de se construire à partir d'une seule fonction. C'est-à-dire que la base de la constitution de la psyché dans une dynamique de survie se fait à partir d'un type de comportement, d'une fonction. Ça aide à survivre et à s'adapter. Ces lunettes sont très symboliques, hein. Si j'ai commencé à voir la vie en rose pour m'adapter, eh ben, dans les premières années de ma vie, je vois la vie en rose parce que ça m'aide à survivre. Donc ça, c'est très important, parce que pendant le même temps, effectivement, les autres, ils ne voient pas forcément la vie en rose. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important de comprendre qu'on ne peut pas se désidentifier tant qu'on est petit, et que c'est nécessaire à la survie d'être identifié à une fonction, à un type de comportement. Okay. Seulement, ce qu'il faut aussi savoir, le deuxième temps, c'est que les fonctions, et vous le savez très bien, elles fonctionnent par couple. Hein. Et puis c'est comme au bal, hein, c'est-à-dire qu'au bal, en général, on danse par 2. Et si je continue trop longtemps à rester unilatéralement sur une fonction, eh ben c'est comme si je me mettais à danser toute seule. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais effectivement, si tu danses tout seul ou si je danse tout seul, eh ben, mon partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va aller se coucher, hein, et je vais rester dans la position unilatérale. Qu'est-ce que tu penses de ça, François? Je pense que c'est beaucoup moins drôle de danser tout seul et qu'au bout d'un moment, on s'ennuie. Alors, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Avantages et risques. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, effectivement, on le montre bien et on l'a dit, on ne va pas trop le répéter. Si je reste sur une vision monolithique, je m'adapte, je reste en vie et je ne suis pas trop déjanté. On peut avoir la suivante peut-être. Pardon? On peut avoir la diapositive suivante, voilà. C'est mieux là, comme ça. Oui, absolument. Donc les avantages, hein, vous voyez, il y a une coupe, j'ai gagné, d'ailleurs François, hein, si je te regarde, eh ben, je pense que tu as bien réussi ton coup, hein. Tu es bien adapté, tu n'as l'air pas trop déjanté, au moins ça ne se voit pas trop, donc ça a marché. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si effectivement on reste trop longtemps sur une posture unilatérale? On a 2 risques. On a un risque externe, c'est-à-dire qu'effectivement, si je me balade avec mes lunettes roses sans arrêt, eh ben, je vais me colter à celui qui a des lunettes vertes et qui ne comprend pas pourquoi j'ai des lunettes roses, parce qu'il pense qu'il a raison de voir la vie en rose, et que si moi j'ai des lunettes vertes, je vois la vie en vert, et je pense que j'ai raison de voir la vie en vert.
Donc, du coup, on va avoir des relations conflictuelles. Donc, ça, c'est un risque d'inadaptation sociale. Il y a un deuxième risque, quelque part, c'est une disharmonie intérieure. C'est-à-dire, si j'ai passé mon temps à envoyer se coucher mes partenaires dans l'inconscient, ben, je ne vais pas bien tenir sur mes pattes. Et qu'est-ce qui se passe avec l'inconscient? Vous le savez aussi bien que moi, et François, je crois que tu ne peux qu'être d'accord avec moi. Hein, le partenaire qui est allé se coucher parce qu'il en a marre de ne pas danser, eh ben, il va se manifester. Il va se manifester d'une façon qui risque fortement de m'empoisonner l'existence. Oui, comme le dit Jung, attention parce que le chat qui est négligé, qui est maltraité, il devient un tigre. Absolument, tu as raison. Si j'enferme un chaton sans le faire manger pendant un certain nombre d'années et je ne m'occupe pas de lui, le jour où je vais ouvrir la porte, il va littéralement me sauter à la gorge. D'ailleurs, c'est ce que Jung a vraiment, vraiment insisté sur cette idée de conscient et d'inconscient. Tout ce qui va dans l'inconscient reprend une posture quasi, il utilisait le mot archaïque. Dans l'inconscient, tout ce qui va dans l'inconscient devient archaïque. C'est le tigre dont tu viens de parler, François. C'est vraiment important de voir ça. Alors, il faut résoudre ces conflits. Le conflit externe, la potentialité du conflit externe et du conflit interne. Alors là, Jung est très clair. Il n'y a pas 36 moyens de s'en sortir. Il faut arriver à différencier les fonctions, à cesser d'être son espèce de boulgui-boulga, hein, où je vois la vie en rose et toi tu la vis en vert. Allez, hop, c'est quoi le vert d'un côté, c'est quoi le rouge de l'autre côté. Donc il faut différencier les fonctions, un, et deux, se désidentifier de sa primaire. Qu'est-ce qui fait que je vois tout dans la même lunette? Donc ça veut dire qu'il faut se mettre à avoir, en quelque sorte, plusieurs types de lunettes pour ne plus avoir cette vision monolithique, hein, qui effectivement m'a servi dans un premier temps, mais de me dessert dans un deuxième temps. Donc, il faut se désidentifier du moi qui se croit moi, et je crois que voir la vie comme je la vis, eh ben c'est moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis bien plus riche que la façon unilatérale dont je prends les choses. Donc ça, c'est différenciation, désidentification de la fonction primaire. Et puis la deuxième chose, Jung parle de la confrontation avec les opposés. Il faut vraiment aller rencontrer le partenaire caché. Alors, je vais me permettre de vous lire ce texte qui est extrait de ma vie de Jung, parce que vous verrez que là, il a tout dit avant, c'est-à-dire les Stones ont pris ce qu'il a dit, ils l'ont mis en musique, mais lui, il avait tout dit. Quand il dit « ce qui surtout importe, c'est la différenciation entre le conscient et les contenus de l'inconscient », il faut en quelque sorte les isoler, ces derniers, et la façon la plus facile de le faire est de les personnifier, puis d'établir en partant de la conscience un contact avec ces personnages. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut leur extraire de leur puissance qu'autrement ils exercent sur le conscient. La méthode de confrontation implique que le moi entre en dialogue avec les images comme si c'était des êtres réels. Vous voyez, il a tout dit. Alors, voilà. Comment on fait? Il est bien clair que la compréhension est indispensable, mais ça ne suffit pas. La première étape, c'est de comprendre ce qui constitue ma psyché. Et là, tous les outils qu'on a, les inventaires, tout ça, c'est absolument fabuleux. Mais si je m'arrête sur la compréhension de mon mécanisme psychique, je peux un peu évoluer, mais je ne change pas parce que le changement ne dure pas. Et quand Jung parle de confrontation, il parle véritablement de quelque chose d'énergétique. Il faut se vivre le truc, se colter à son imaginaire, aux représentations. Il faut aller réveiller de manière énergétique le partenaire qui dort et l'amener sur la piste de danse. Et donc, la compréhension ne suffit pas. Il faut passer à l'action, la mise en parole et en action. Et ça, effectivement, c'est ce que les Jung ont, pardon, c'est intéressant, ce que les Stones ont apporté. Et d'ailleurs, Jung l'a bien dit, hein, il y a même un livre qui s'appelle La dialectique du moi et de l'inconscient. Et là, il l'a dit, et les Stones l'ont fait. Alors, avant de passer à la slide suivante, très bien, moi, je voudrais interpeller François, parce que c'est lui qui va présenter la suite. Alors, François, une fois que j'ai raconté tout ça, je me dis qu'au fond,
pourquoi est-ce que j'irai plus loin? Est-ce que j'ai le droit de décider de rester dans ma vision unilatérale du monde? Après tout, est-ce que j'ai envie, parce que c'est un sacré boulot de passer de l'autre côté, hein, est-ce que j'ai envie de passer de l'autre côté? Est-ce que je n'ai pas envie de rester sur cette position unilatérale du monde? Qu'en penses-tu? Marie-Agnès, tu as tous les droits. D'abord, pour commencer, tu as tous les droits. Tu peux conduire ta vie comme tu veux, comme chacun essaie de la conduire, avec plus ou moins de liberté, plus ou moins de conscience. Mais je vais reprendre ton exemple des lunettes, parce qu'il est très intéressant. Bon, j'ai des lunettes roses. Tu as des lunettes vertes. Je vois la vie en rose, tu la vois en vert. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant quand même d'ajouter plus de couleurs au paysage? De pouvoir justement ajouter toutes les couleurs qui manquent pour avoir un paysage plus complet. Tu peux, si tu veux, rester toute ta vie sur tes fonctions primaires, celles qui t'ont permis de survivre, donc elles sont honorables. Et ça te permettra peut-être de bien réussir sur le plan professionnel, d'avoir une belle réussite professionnelle. Mais si tu restes uniquement avec ceci, il est à craindre que d'autres secteurs de ta vie se passent moins bien. Tu peux très bien avoir une belle réussite professionnelle et malheureusement avoir une vie personnelle et affective qui soit un échec complet. Et le but de ce que nous propose Jung et ce qui est proposé à travers le dialogue intérieur, c'est justement d'élargir notre conscience, de pouvoir faire évoluer notre compréhension du monde, notre vision du monde, pour avoir une vision pleine de couleurs et pas simplement monomaniaque, toujours orientée de la même manière. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, en fait, après la typologie du dialogue intérieur, c'est de comprendre quelle peut être l'évolution de la conscience. Eh bien, écoute, tu nous ouvres le chemin. Alors, allons-y. Donc, là aussi, on va essayer d'aborder les choses de deux manières. D'abord, comprendre quel est ce processus du dialogue intérieur, cette mise en scène énergétique qui permet, et ceci est possible vraiment grâce à une pièce essentielle du dialogue intérieur, qui est, je dirais, peut-être la pièce la plus importante qui a été apportée par le Stone, qui est donc ce processus du moi prenant conscience. Et à partir de là, on verra comment ce processus d'élargissement de la conscience nous permet de vivre dans l'intention des opposés et de vivre de manière plus pleine, plus large, plus en paix, en allant vers le soi. Donc, sur la diapositive suivante, comment se passe une séance de dialogue intérieur pour ceux qui n'en ont jamais fait? Tu vois, Marie-Agnès, on peut imaginer que tu mettes en scène, tu deviens le metteur en scène, tu es le facilitateur, donc tu deviens le metteur en scène et tu mets en scène le théâtre intérieur de la personne. Tu vas l'aider à mettre en scène son théâtre. C'est comme une scène de théâtre, dans lequel il va y avoir des rôles plus ou moins importants avec qui on va les discuter. Une autre image que j'aime bien pour représenter ce monde intérieur avec ses énergies, c'est comme si on était une tribu à l'intérieur d'eux, une tribu sauvage, une horde sauvage, dans laquelle on va essayer de mettre un peu d'ordre. Il y a des gens qui vont prendre des fonctions plus importantes, d'autres qui vont être plus tournés vers l'extérieur, d'autres plus vers l'intérieur, pour que progressivement cette tribu sauvage devienne une famille. Et ça va être ça le travail que le facilitateur va permettre pour que, au fil du temps, on devienne une personne plus consciente, plus élargie, plus en lien avec les autres. Donc, c'est cette mise en scène qui est importante. Et chaque personnage, et c'est un point très important, qui va être identifié au cours de la facilitation, on va la considérer, on parle de subpersonnalité, mais vraiment comme une personne à part entière. C'est une autre caractéristique du dialogue, c'est qu'on va discuter avec elle. Tu es depuis combien de temps dans la vie de Marie-Agnès? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec elle? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Vers quoi tu voudrais aller? Et comme ça, on va aider la personne facilitée, diapositive suivante, à aller progressivement vers une meilleure conscience de soi à travers la prise de conscience de ces différentes sous-personnalités. Diapositive suivante, sur la suivante. On va donc aller, et ça va se faire à travers un processus qu'on appelle le processus du moi conscient. C'est-à-dire que ce processus, faut que d'une part, le facilitateur, celui qui va conduire, le prenne en compte pour lui-même, essaye de l'éveiller chez le facilité. Ce processus comprend trois pôles. Il y a un pôle pensée, il y a un pôle cœur, il y a un pôle corps.
Le pôle pensée, si on l'imagine plutôt dans la tradition bouddhiste, on va dire que c'est un esprit vide et lumineux. Il n'a pas d'intention propre, il n'a pas de vouloir sur la personne. Il accueille ce qui est là sans vouloir diriger, mais vraiment en étant simplement vide, lumineux pour tout accueillir, sans jugement. Le pôle cœur, si je prends maintenant la tradition chrétienne, je vais dire que c'est un cœur, c'est la compassion, c'est un cœur compatissant, un cœur bienveillant, qui va voir la personne au-delà, sans jugement, au-delà de ses erreurs, de ses fautes, pour voir l'être profond de la personne, être capable de l'accueillir et de l'amener à avoir une meilleure estime d'elle-même. Et puis le pôle corps, ça va être cette position qui permet qu'on ait un pilier solide qui peut accueillir parce qu'elle a un contenant. Pour être contenant, on va avoir un bon pilier. Et donc, c'est ces trois aspects-là qu'on va développer de manière énergétique dans le dialogue intérieur à travers le moi qui prend conscience. Et quelle va être la fonction du moi qui prend conscience que les Stones appellent l'aware ego? Il y a différentes traductions de l'aware ego, nous on préfère le moi qui prend conscience. Eh bien, c'est cette possibilité de différenciation, c'est-à-dire que la personne va pouvoir voir ces différentes énergies en elle sous forme de personnes, les distinguer. Et puis, dans un deuxième temps, il va y en avoir 2 ou 3 qui vont apparaître au cours d'une facilitation normale. Eh bien, une fois qu'elle les aura bien vues loin, elle va être capable, dans son moi qui prend conscience, de les accueillir, de leur faire une place. Et diapositive suivante, on voit, faire une place, c'est être capable de tenir cette tension entre les opposés. Et c'est un paradoxe très intéressant, c'est d'apprendre à tenir et l'un et l'autre, de sortir du monde où bien c'est ci, ou bien c'est ça, le reste c'est faux, je le rejette, à un monde beaucoup plus intégrateur, qui est le monde du et je suis et ceci, et cela, et j'ai la liberté de pouvoir aller plutôt vers telle tendance ou telle tendance en fonction du monde qui m'entoure, des circonstances du moment. Donc c'est quelque chose qui va me permettre d'élargir ma conscience, qui va me donner beaucoup plus de liberté intérieure pour m'adapter à ce qu'il y a autour. Et dans cette manière de pouvoir élargir ma conscience et plus de liberté et plus de paix aussi intérieure, ça va me permettre de me mettre aussi plus en relation avec les autres, avec une meilleure compréhension, moins de projections. Enfin, tout restera toujours des projections, bien entendu, Marie-Agnès le sait bien, on ne se libère jamais complètement des projections, mais il y en aura un peu moins quand même, on sera plus sincère, plus vrai dans la relation, plus proche, parce qu'en même temps, on aura aussi, à travers ce travail, surtout avec l'enfant intérieur, appris à accueillir ses vulnérabilités. Et accueillir ses vulnérabilités, c'est la clé vraiment qui nous permet de connaître l'intimité. Donc, plus de liberté, plus de paix, de relations plus saines avec les autres, davantage de possibilités d'intimité. Et diapositive suivante. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, dans cette intégration progressive, de trouver notre place dans le monde. Parce que le moi conscient, à travers ce travail, progressivement intégré nos opposés, nous permet d'embrasser toute la puissance de la psyché et de nous diriger vers le soi comme nous le proposions. C'est-à-dire qu'un être devient un être complet, individuel, autonome, qui intègre la totalité de la psyché. Tout le moins, c'est vers quoi on va aller, parce que je sais bien que c'est le travail de toute une vie, Marie-Agnès. On n'y est pas, ce n'est pas un simple pas à franchir, c'est bien le travail de toute une vie auquel nous invitent Jung et les Stones. Et ce travail, c'est ça qui est très beau, ça nous permet aussi de trouver à la fois notre place à nous, à l'intérieur de nous, mais également de trouver notre place dans le monde pour pouvoir accomplir la mission vers laquelle on est appelé. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très beau, très optimiste et très long, et qui n'est pas un chemin aussi, c'est pas un chemin, je dirais, c'est pas un chemin tranquille non plus. Hein. C'est pas une promenade de santé. C'est une promenade de bonne santé, mais ce n'est pas une promenade de santé. Voilà, et donc on pourrait conclure avec cette belle phrase de Marie-Louise von Franz, qui était, comme on l'a vu son nom apparaître au début du petit questionnaire. Marie-Louise von Franz était la principale collaboratrice de Jung à la fin de sa vie, et qui a poursuivi son œuvre, hein, et qui nous dit: si nous pouvons rester dans la tension des opposés suffisamment longtemps, ça demande du temps, ça demande de la patience. La soutenir, c'est être vraiment en présence, être vraiment là, être vraiment avec. Nous pouvons alors devenir des vaisseaux dans lesquels les opposés se rejoignent et donnent naissance à une nouvelle réalité. Quel beau programme, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, alors ça, c'est important. Alors, François, tu nous donnes vraiment très, très fort envie. Hein. Moi, je connais, donc je sais le plaisir qu'il y a à pratiquer le dialogue intérieur. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on rencontre des personnes qui pratiquent le dialogue intérieur? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, comme toi, Marie-Agnès,
on est vraiment passionné. Et moi, je peux dire qu'effectivement, à travers Jung, mais le dialogue intérieur a vraiment transformé ma vie et que ça m'a permis de vivre. Tu m'as dit au départ que j'étais plutôt bien équilibré. Je pense que ça y a pris une grande part, je peux dire. Et probablement pour toi aussi. Alors oui, effectivement, donc Marie-Agnès et moi, elle est vice-présidente et je suis président. Je suis devenu président de l'association francophone du dialogue intérieur depuis un peu plus d'1 an. Et nous organisons tous les 3 ans des grandes rencontres d'échanges autour du dialogue intérieur avec des ateliers participatifs, des conférences, des rencontres, des échanges. Je crois qu'il n'y a rien de plus riche que de pouvoir rencontrer des gens qui pratiquent le dialogue intérieur, donc la chose que nous pratiquons nous-mêmes. Et la prochaine rencontre aura lieu en 2023, 6, 7 et 8 octobre 2023, avec donc comme thème « Transcender nos dualités ». Alors, je pense qu'Hélène vous fera parvenir en temps utile toutes les informations sur cette manifestation. Vous pouvez dès maintenant l'inscrire dans vos agendas. Absolument. Hélène, alors, bon, donc un petit mot sur cette association. À quoi ça sert d'adhérer à cette association? Mais d'abord, ça permet de rencontrer ses pairs et donc de s'enrichir les uns les autres, de s'enrichir de nos connaissances. Le dialogue intérieur, qui vient de la pensée jungienne, c'est quelque chose d'évolutif. Une des grandes recommandations que Hall et Sidra ont toujours tenues, et Hall a toujours dit, le dialogue intérieur, c'est notre cadeau au monde, faites-le évoluer. Il n'est pas figé. Donc, on continue à chercher, à avoir des groupes de recherche qui continuent à creuser. Je vois que Osiris en propose aussi, donc c'est formidable. Hein. Il y a plusieurs groupes de recherche qui se mettent en place. Donc, participer à des groupes de recherche nous permet aussi, au sein de l'association, de faire évoluer le dialogue, de proposer des nouvelles formes pour faire évoluer nos pratiques en nous confrontant à ces différentes applications. Et je dirais d'une manière plus générale, mais en fait, c'est le fond. C'est que ça nous permet, à travers le dialogue intérieur, de le faire rayonner et donc peut-être d'apporter plus de paix et de joie dans notre monde qui en a bien besoin. Voilà. Vous êtes invité maintenant à poser toutes les questions que vous avez envie de vous poser et à nous rejoindre. Si vous le souhaitez. Alors oui, pour nous rejoindre, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'association francophone du dialogue intérieur où vous devez, un clic de devenir membre. Alors, le site, pour le moment, il est en pleine refonte, je vous le dis, parce qu'il y a des choses qui sont pas un peu compliquées, il est en pleine refonte, mais ça ne nous empêche pas d'adhérer à travers le site. Merci beaucoup, merci Marie-Agnès et merci François pour cette présentation. Ça nous semblait important parce que, donc on a reçu Sylvie Portefeuille, qui était la présidente de la FTP, et comme vous le savez, Pierre et Geneviève ont créé l'intelligence de soi en réunissant la typologie et le dialogue intérieur. Et donc, la différence entre l'intelligence de soi et le dialogue intérieur, c'est que les différentes sous-personnalités qui apparaissent, dont François a parlé, eh bien, on va, autant que faire se peut, c'est-à-dire pas systématiquement, mais souvent, pouvoir repérer l'orientation typologique dans laquelle elles sont. Ce qui permet, à l'issue d'une séance, aux personnes qu'on accompagne, d'intégrer de manière cognitive ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et donc, ces deux associations, pour nous, sont nos associations sœurs ou mères, je ne sais pas comment le dire, elles sont très importantes parce que de toute façon, on est dans le même creuset, tous les uns autant que nous sommes. Et donc, on se permet de s'enrichir les uns les autres. Typiquement, on en discutait avec Nathalie Simon tout à l'heure. Elle vient du dialogue intérieur et elle va vers la typologie. Un certain nombre d'entre vous ont fait exactement l'inverse. J'ai envie de dire, dans les deux sens, c'est tout aussi intéressant. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va avoir une séquence de questions-réponses. Donc, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez lever la main et, pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Marie-Agnès et à François. Alors, je vais peut-être poser la première question parce que c'est toujours la première qui est compliquée. En fait, je regardais, il y a à peu près 8 personnes ici présentes qui n'ont pas fait
la formation coaching intelligence de soi, donc qui était plutôt sur la typologie. Donc, je m'adresserai d'abord à ces personnes-là qui ne connaissaient pas jusqu'à maintenant le dialogue intérieur, et je voulais savoir si elles ont été étonnées, si elles avaient déjà entendu parler de ce dialogue intérieur, si ça leur a parlé de repérer l'idée que la typologie qui est plutôt intellectuelle, mentale, peut prendre une forme d'expérimentation. Je pensais en particulier, je ne sais pas si Lionel ou Claire, qui fait partie de la FTP, est-ce que vous avez déjà entendu parler Oui, j'en avais déjà entendu parler, déjà parce qu'il y a un des livres de Pierre et Geneviève où ils en parlent, et aussi il y a quelques années, une amie coach qui suivait la formation avait besoin de cobayes pour, comment dire, voilà, à coacher en dialogue intérieur, et j'avais été son client quoi, pour une séance. Donc, j'avais déjà expérimenté de l'intérieur, quoi. Voilà. Et quant à moi, j'ai pu bénéficier d'un atelier que Geneviève nous a fait il y a quelques mois sur ces sujets. Et bon, on a eu une expérimentation devant nous qui était intéressante avec quelqu'un qui avait bien voulu faire le cobaye. Moi, je veux bien répondre à la personne qui a posé la question sur l'hypnose. Claire. Oui. Donc, si je reprends la question que Claire a posée, Claire dit « Il me semble que Jung a pratiqué l'hypnose à ses débuts et qu'il y a renoncé car il trouvait tâtonner dans l'obscurité. » Parce que il avait l'impression qu'il tâtonnait dans l'obscurité. Oui. Claire, alors, tout à fait. Donc, c'est très intéressant. Et Freud et Jung ont démarré avec l'hypnose. Alors, je ne parlerai pas beaucoup de Freud, mais il l'a abandonné parce que la vision de Freud était relativement scientifique. Et pour lui, l'hypnose ne permettait pas de comprendre les mécanismes psychiques comme il avait envie de les comprendre. Alors, Jung, il a effectivement commencé à utiliser l'hypnose. Pourquoi il a commencé à utiliser l'hypnose? Parce que c'est un moyen d'abaisser le niveau de réflexion. Parce qu'il avait bien compris qu'effectivement, pour aller atteindre l'inconscient, il fallait effectivement faire baisser un petit peu l'intensité du niveau mental. Et donc, il avait tout à fait compris que l'hypnose pouvait aider. Mais comme c'était les tâtonnements, l'hypnose n'était pas très structurée, ils avaient un petit peu quelque chose de très flou dans les mains et il ne l'a pas véritablement installé, instauré. Donc, il l'a quelque peu abandonné parce que ça lui permet, il semblait pas que c'était pour lui un outil qui allait vraiment ouvrir les portes de l'inconscient. Est-ce que je réponds assez clairement, Claire? Oui. Alors, tout à fait. Ce que je peux ajouter, si tu veux, et ça c'est ma pratique personnelle, moi j'ai été formée très sérieusement à l'hypnose et j'intègre l'hypnose dans le dialogue intérieur. Et d'ailleurs, je vais te dire, tous les gens qui font du dialogue intérieur, ils font de l'hypnose sans le savoir. Parce que, François, tu confirmes, l'hypnose est extraordinaire parce que ça permet d'aider la personne à baisser un peu son niveau de réflexion, d'ouvrir une porte sur l'inconscient de manière très soft. Bon, voilà. Donc, la réponse aujourd'hui, je pense que si Jung était là aujourd'hui, eh ben, il ferait de l'hypnose. Et mixer l'hypnose et le dialogue intérieur, c'est extrêmement efficace. Je ne vais pas répondre plus parce que je ne veux pas me mobiliser sur cette parole-là. D'accord. Alors, d'autant plus que Mathie a une question. Oui, voilà. Ma question, c'est à l'association francophone du dialogue intérieur. Effectivement, moi, j'ai été formée à la typologie avec Pierre et Geneviève. J'ai lu tous leurs bouquins. J'ai aussi lu le bouquin d'Isabelle. Je suis membre de l'association francophone des types psychologiques et j'utilise en coaching, grâce à mes lectures, la démarche de façon empirique et certainement boiteuse. Mais je l'adore. Franchement, je l'adore.
Et malgré le fait que je ne suis pas vraiment qualifiée, ça donne des résultats, sauf que ce n'est pas aussi puissant que si j'étais qualifiée parce que, bon, justement, comme vous avez dit, comment passer de la compréhension au changement. Alors, je voudrais savoir, malgré mes lacunes, est-ce que je peux adhérer à l'association francophone du dialogue intérieur? Alors la réponse est clairement oui. L'association n'est pas réservée, c'est très clair dans nos statuts, elle n'est pas réservée aux coachs ou aux thérapeutes. Elle accueille toute personne qui s'intéresse au dialogue intérieur. Bien sûr, c'est clair que la majorité des membres sont des coachs ou des thérapeutes. Et plus de coachs d'ailleurs parce que des thérapeutes. Mais elle accueille toute personne qui est intéressée par le dialogue intérieur et on vous accueillera très très volontiers au sein de l'association. Donc, tu es la bienvenue. Voilà. Super. Alors, je vois que Olivier aussi a demandé à poser une question. Baptiste. Oui, alors excusez-moi, je suis en extérieur, hein, mais c'était plus pour apporter un témoignage par rapport à ce qui s'est dit sur l'hypnose et le dialogue intérieur. C'est vrai que j'ai vécu mes premières séances dans un état semi-hypnotique, c'est-à-dire que j'avais des, Hélène pour en témoigner, hein, des manifestations de sous-personnalité qui surgissaient et j'avais du mal à comprendre de pourquoi, comment, et quand j'y étais, comment dire, le moi conscient n'était pas forcément conscient de ce qui se passait. Et les premières visions lucides m'ont beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait parce que l'état était un état semi-hypnotique. Voilà, mon témoignage, bon, je ne sais pas si je l'exprime clairement, mais je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous vous exprimez sur le fait que le dialogue intérieur pouvait être une forme d'hypnose. Voilà, c'était juste un témoignage en passant. Tout à l'heure, Laurie, et voilà. Est-ce que je peux faire un tout petit commentaire sur le témoignage d'Olivier? Ce que vient de dire Olivier, c'est fondamentalement important. Et on est vraiment dans le cadre. L'idée, c'est de vivre et peut-être de comprendre. C'est-à-dire que le moi conscient peut aussi se renforcer seulement par une expérience sensorielle. Voilà. Tel qu'il vient de l'exprimer. C'est très, très important parce que le mode de transformation passe par cette expérience énergétique. Alors, si en plus il y a de la compréhension, tant mieux. Mais c'est l'expérience énergétique des changements de personnalité sensorielle qui sont importantes. Et dans ce que dit Olivier, c'est quelque chose qu'on rencontre surtout au début, dans les premières séances de dialogue, c'est qu'on commence à discuter avec une sous-personnalité qui est là, et puis il y en a une autre qui vient par-dessus, qui se met là, parce que là, donc ça c'est l'habileté du facilitateur, de dire tiens, il y a quelqu'un d'autre qui est là, prends ta place à côté, on commence à discuter, on voit un peu. C'est des phénomènes qu'on voit souvent, surtout au début du travail en dialogue intérieur. Et il faut savoir que d'une certaine manière, c'est normal, puisque on est quand même, comme le rappelle Marie-Agnès, était semi-hypnotique ou était un peu modifié de conscience dans ces séances. Ce n'est pas très profond, mais il y a quand même un état un peu modifié de conscience. Claire a une nouvelle question. Oui. Je peux répondre à Claire? Oui. Donc, juste pour dire la question, oui, tout le monde l'a vu, hein, n'y a-t-il pas moins d'induction avec le dialogue intérieur qu'avec l'hypnose? Oui, j'ai envie de faire un jeu de mots. Dans le dialogue intérieur, il n'y a pas d'induction, il y a une invitation. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand soit sous la forme effectivement d'une fonction orientée ou pas, la personne est invitée à se déplacer et à vivre cette fonction, cette sous-personnalité, cette énergie détachée artificiellement et momentanément d'elle, ça sert d'induction. Voilà, je ne sais pas si je réponds clairement à Claire. Elle est là, l'induction. C'est l'invitation. Je rajouterais à ce que tu dis, Marie-Agnès, c'est très important, c'est qu'en début de séance, souvent, en discutant avec la personne, en séance, on identifie avec elle 2, 3, 4 sous-personnalités, même dans le discours qui passe, hein, on apprend à les repérer, et après ça, la personne choisit. Tiens, il vaut plutôt mieux aller visiter celle-là ou visiter celle-là. Donc, il y a aussi le choix de la personne, de la sous-personnalité qu'elle veut visiter. Donc, il n'y a pas d'induction dans ce sens-là, c'est aussi un choix libre. Hein. Oui, c'est un peu ça. Le dialogue intérieur me semble presque plus rassurant que l'hypnose dans la mesure où il n'y a pas d'induction de la part en fait, du coach ou du thérapeute. Et j'avais cru comprendre que c'est aussi pour ça que Jung avait renoncé à l'hypnose. Mais je me trompe peut-être.
ils patouillaient là-dedans à l'époque, et c'est bien compréhensible. Ils ont été tellement novateurs sur certains champs qu'il y a des champs sur lesquels ils étaient moins à l'aise. Je vous remercie pour toutes ces questions. S'il reste une dernière question, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la suite? Je regarde s'il n'y a pas de petite main. J'ai une question. Oui, j'ai une question, oui. Voilà, donc moi, je ne suis pas formée au dialogue intérieur, mais j'ai l'habitude du travail énergétique et du déplacement et du travail avec différentes parties de soi, j'ai envie de dire, à travers le travail de constellation. Et en l'occurrence, je vais suivre là quelques week-ends sur le dialogue intérieur. Mais pour l'instant, je sens bien ce qu'il peut y avoir de commun et en même temps les différences. Et donc, ma question, c'est par rapport aux ateliers. Je me suis inscrite à un atelier sur le couple parce que je trouve ça passionnant. Mais de ce fait, n'étant pas aujourd'hui... je ne suis pas qualifiée dialogue intérieur. Je me posais la question pour moi si c'était un handicap, entre guillemets, ou pas. Voilà. Comment on allait faire assez concrètement. Je me pose la question des ateliers, là. Alors, je ne sais pas, j'ai presque envie de dire, étant donné que la question des ateliers, et en particulier celui sur le couple, dans la suite de notre programme, je ne sais pas si Marie-Agnès ou François, vous avez envie de répondre à cette question. Sinon, j'ai bien envie de passer la parole, justement, d'avancer dans notre programme et de passer la parole à Christophe sur le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Agnès. Vas-y, c'est une bonne transition. C'est une très bonne transition. Merci, Catherine. En tous les cas, juste avant d'avancer sur ces ateliers, je voulais vous remercier, Marie-Agnès et François. Merci d'être venus. On s'était dit que... D'ailleurs, vous reviendriez dans une de nos réunions pour parler des origines jungiennes dans le dialogue intérieur et dans l'intelligence de soi. Hein, c'est ça? Avec plaisir. Réinvité. Voilà. On sera ravis de vous avoir sur 2023. Et donc alors, effectivement, on vous avait parlé des ateliers qui sont des lieux à la fois de rencontre, d'échange. Nous considérons que ce sont des lieux de formation continue et de recherche et développement. C'est une manière aussi de faire vivre la communauté parce qu'on le sait tous, en fait, c'est en partageant, c'est par nos différences que nous avançons. Donc la semaine dernière, la dernière des réunions, on avait présenté 2 ateliers. Valérie avait présenté les Je vais les rappeler si tu le veux bien, Hélène. Je vais les rappeler si tu le veux bien. Voilà. Je change un petit peu l'agenda parce que normalement les ateliers étaient après, mais je trouve très bien qu'on y vienne tout de suite. Grâce à Catherine. Alors, j'essaie de me dépatouiller avec… Voilà. Alors, effectivement, nos ateliers ont pour vocation… Tac. Est-ce que vous voyez ici le slide? Ou pas? Non. D'accord. Donc, alors, attends, j'y vais. Je repars ici. Partager. Et voilà. Tac. Donc voilà, nos ateliers ont pour vocation, vous vous rappelez, toujours dans cette idée de comment on peut profiter de la communauté pour enrichir, comme tu l'as dit Hélène, nos champs de réflexion, apprendre les uns des autres et continuer à progresser sur finalement un peu ce qu'on appelle nous la R&D de l'intelligence de soi. On a pour vocation d'échanger, réfléchir, construire, transmettre et pérenniser ensemble à la fois la typologie, le dialogue intérieur et donc naturellement l'intelligence de soi qui est la combinaison de ces 2 merveilleuses trouvailles et démarches et de le faire ensemble. 2 ateliers ont déjà été mis en place et hop, diversité cognitive et culturelle qui est l'idée par Valérie et qui démarre demain. Valérie nous l'a proposé, présenté la dernière fois. Et nous avons également un atelier déjà qui démarrait avec Marie-Clémence, qui a également fait une intervention lors du dernier rendez-vous, qui est l'intelligence de soi et les maladies. On a aujourd'hui
l'opportunité de vous présenter 2 nouveaux ateliers qui vont démarrer dans les jours à venir. Et là aussi, sentez-vous libre de vous inscrire à ces ateliers et même aux 2 précédents, même si pour les 2 précédents, comme ils sont en train d'être lancés, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire pour activer votre participation, votre contribution dès le démarrage. Donc, cet atelier qui est l'intelligence et le couple, sur lequel Christophe peut naturellement nous en dire un petit peu plus sur son contenu et ses objectifs. Vous m'entendez? Absolument. Super. Alors, je vais commencer par vous lire une petite chose. Dans nos vies professionnelles, nous avons exploré bien des chemins, mais celui qui s'est avéré au fil des années le plus passionnant et le plus satisfaisant a été notre chemin de couple. Vous aurez peut-être reconnu que c'est l'introduction au livre Partnering, vivre en couple, rester amant, devenir partenaire de Alston. Et je crois que je commence par cette petite citation parce que c'est vraiment ce qui m'a amené dans ma vie aujourd'hui à faire ce que je fais et puis à créer cet atelier, qui est donc le couple. Voilà. Aujourd'hui, moi, en termes de satisfaction, que ce soit à travers ma vie personnelle ou à travers ma vie professionnelle, c'est la source de croissance la plus grande que j'ai trouvée, c'est d'accompagner des couples ou de vivre des couples. Un couple, en l'occurrence, aujourd'hui. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente peut-être en quelques mots. Moi, j'ai 53 ans, je suis jeune, donc. Je vis avec une compagne jeune aussi de 50 ans. Et je vis au fond de la forêt, au pied des Pyrénées. Et voilà, j'ai décidé il y a 2 ans de quitter la vie parisienne et de venir me ressourcer ici. Et de centrer mes activités sur la relation de couple, entre autres, mais voilà, je parle de ce qui a rapport avec l'atelier direct ici. Alors, à titre personnel, j'ai vécu plusieurs couples, un long de 20 ans, avec 3 enfants issus de ça, un de 10 ans, et puis d'autres plus courts. Et aujourd'hui, je suis à nouveau en couple. Et je crois que ce qui m'a animé par rapport au sujet, c'est que je crois que c'est là où j'ai le plus appris sur moi-même, c'est dans cette rencontre avec l'altérité. Et c'est ce qui anime ma volonté de poursuivre sur ce chemin de notion de couple. Voilà, alors je crois aujourd'hui que je traverse l'apprentissage le plus grand, parce que la compagne avec qui je vis depuis 2 ans, on pourrait se qualifier l'un l'autre d'extraterrestres. Je crois vraiment que malgré nos cheminements respectifs, presque chaque minute, chaque instant, on a l'impression de faire face à de l'altérité. C'est à la fois très riche et à la fois inconfortable, évidemment, puisque il suffit de composer et de se découvrir en permanence. Voilà, donc tout ça pour vous dire pourquoi je suis aussi passionné par ce sujet du couple. Voilà, donc dans mon activité aujourd'hui, ayant été formé aussi à l'IDS, au dialogue intérieur, je fais de l'accompagnement essentiellement pour des clientèles privées, en utilisant essentiellement le dialogue intérieur, l'IDS, mais aussi j'utilise beaucoup les rêves que nous faisons la nuit, parce que ça, c'est une passion que j'avais depuis l'enfance et que j'utilise aussi au milieu des séances, en parallèle des séances. Voilà, donc l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir cheminer avec cette notion de couple. Et donc, quelque part, mes objectifs, mes ambitions, ce serait quoi? Ce serait de faire connaître l'IDS, le dialogue intérieur, aussi l'utilisation des rêves auprès d'un public le plus large, parce que souvent, il est réservé à des professionnels ou où le public le plus large n'a pas accès. Donc, je ne sais pas, ça peut être peut-être écrire des livres, créer des contenus multimédia. J'ai une espèce de fantasme, peut-être, de créer vraiment des programmes d'accompagnement des couples à partir de tout ce que nous avons en commun, l'approche jungienne. Et puis, pourquoi pas encore un grand fantasme encore plus grand et créer une école du couple. Mais là, je fais part de rêve quand je dis ça, voilà. En tous les cas, également créer un réseau de gens qui sont aussi passionnés que moi d'accompagner des couples, et un réseau professionnel, parce que souvent
c'est bien d'agir en sorte de différentes approches et ne pas rester enfermé dans sa propre approche, donc un réseau de gens qui sont passionnés par accompagner des couples. Voilà, alors ça, c'est des grandes lignes. Après, l'atelier que je propose ici, ben, en fait, il va être co-créé avec les personnes que ça inspire de rejoindre, parce que là, je vous ai donné ce qui me passionne et les grandes lignes de ce que je voudrais réaliser dans les années qui viennent. Mais avec les personnes qui voudraient rejoindre cet atelier, ben, on prendrait tout ou partie de ce que je viens de nommer pour continuer à élaborer, à creuser comment faisons-nous connaître nos méthodes pour aider les couples jusqu'à où pouvons-nous aller pour les accompagner. Voilà le projet que je vous propose pour ceux qui voudraient le rejoindre. Alors jusqu'à ce jour, j'ai 3 personnes qui se sont manifestées. Christophe, j'ajouterais bien, si tu veux bien, une des raisons qui a donné naissance à ce groupe, c'est que Osiris, on donne de plus en plus, avec les Bruno, une couleur entreprise à Osiris. Voilà. Et en particulier, en essayant d'être très clair sur ce qu'est le coaching versus ce qu'est la thérapie. Et Pierre et Geneviève n'étaient pas du tout aussi… c'était pas forcément leur projet. Et donc, typiquement, quand Christophe s'est formé en DIM 22, on a eu beaucoup ces discussions. Et on s'est dit, c'est intéressant de proposer à la communauté de pouvoir aller vers l'accompagnement du particulier, d'autant plus que chez Osiris, on est de plus en plus sur le professionnel entreprise. Et après, effectivement, Christophe a dit, bon, bah, c'est encore plus, ça sera plus porteur, plus lisible, plus intéressant si on le met dans cette notion de couple. Mais je pense que c'est aussi ce que vous devez retenir dans la démarche, c'est qu'on essaye d'être un système le plus ouvert possible, en fait, et qu'en revanche, on sait bien que chacun de nous, on a nos identités de coach, nos singularités, et que conscient qu'Osiris, on va de plus en plus vers l'entreprise, Christophe, pour nous, est précieux, parce qu'il représente aussi toute cette partie plutôt individuelle. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Ouais, oui, c'est tout à fait ça. Ça me parle profondément ce que tu disais, parce que c'est vrai que je me suis formé auprès de vous il n'y a pas si longtemps. Hein, et je venais d'un long parcours professionnel de DRH pendant je ne sais pas combien d'années et de coach professionnel en parallèle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu le tilt de dire, mais en fait, cette approche, le dialogue intérieur, l'IDS, pour moi, personnellement, comme tu dis, avec chacun sa couleur, j'y vois la profondeur de l'accompagnement particulier. Et aujourd'hui, essentiellement, je ne fais que de l'accompagnement de privé. Et alors, qu'est-ce que c'est magnifique, ces séances de dialogue intérieur, ce qu'on va y rencontrer en profondeur. Qu'est-ce que c'est magnifique d'accompagner des couples qui acceptent de montrer, de partager leur vulnérabilité grâce au dialogue intérieur, l'un devant l'autre. Donc, on a la même approche, mais effectivement, des publics qui sont un peu différents. Tu vois, alors, Lionel demande ton mail, Christophe. On va vous renvoyer à tous. Et quand vous allez sur le site d'Osiris et le forum, dans le forum, vous avez les différents ateliers proposés. Et donc, avec les mails des personnes. Je vois l'heure qui tourne et comme je veux absolument on va avancer. Alors, vous avez le mail ici. Vous avez le mail ici, si vous voulez le noter, de Christophe. Mais comme tu l'as dit, Hélène, l'ensemble des informations seront sur le site et sur le forum. Et merci, Christophe, pour cet atelier. Encore une fois, l'objectif, c'est que ces ateliers puissent revenir dans le cadre des rendez-vous Osiris régulièrement, tous les 2-3 mois, le temps qu'ils génèrent de la réflexion, qu'ils puissent le partager, puis repartir en réflexion. Voilà, c'est qu'on puisse tous s'inspirer des travaux de chacun. Dernier atelier, puisque l'idée c'est qu'on finisse pas trop tard, qui est initié aujourd'hui, donc ce sera le 4e déjà lancé. Donc là, c'est Anne Jean-Jean qui souhaite le proposer et le piloter.
C'est ça. Bonjour, merci. Merci pour cette belle illustration. C'est top. Alors, les HP, comment je vais vous en parler? Tout le monde connaît, hein, tout le monde, c'est très à la mode, les HP, les HPI. La genèse de mon intérêt pour ce sujet, c'est qu'à titre personnel, j'ai été entourée de HP dans ma petite famille. Et donc, c'était un sujet tout à fait pas banal, mais pas loin. On en parlait, sauf qu'à l'époque, c'était banal entre nous, mais on n'en parlait pas beaucoup à l'extérieur parce que c'était peut-être pas très convenable. Enfin, bon. Et puis j'ai grandi et je suis devenue coach je fais du coaching depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Et j'ai fait partie, je ne me souviens plus si c'est la 19 ou la 20, la 2015-2018. Et là, j'ai eu une espèce de prise de conscience. Il se trouve que dans mes coachings, donc bien avant que je me forme chez Osiris, j'ai toujours eu en face de moi, toujours, régulièrement, des personnes qui se sentaient en décalage, qui me disaient je comprends plus vite, mais je ne suis pas sûre que j'ai raison, ou j'ai du mal à communiquer. Enfin bon. Et ces personnes-là, j'ai eu une aisance totalement empirique et une espèce de connexion avec eux. Que j'expliquais pas. Et puis, il y a eu beaucoup de littérature qui sont arrivées. Là, je parle ces 10 dernières années. Alors, on parle de zèbre, on parle de neuroatypique, on parle de surdoué, on parle de HPI, HPE, enfin voilà, c'est tout un... Voilà, il y a énormément de choses. Et le sujet devenant beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus accessible, j'ai pu orienter avec beaucoup de prudence, parce que voilà, qui suis-je pour pouvoir dire que cette personne est HP ou pas HP? Mais en tout cas, voilà, j'ai fait du coaching de façon, avec des HP, de façon totalement empirique et ma foi, plutôt chouette, je sentais que vraiment ma pratique, ma posture aidait beaucoup les personnes. Et puis donc Osiris. Et alors là, Osiris, au début, j'ai pas, enfin, s'il y a eu une espèce comme une révélation, en me disant, tiens, il y a un lien, il y a quelque chose là. Est-ce qu'on aurait une sous-personnalité HP? Est-ce que, bon, voilà. C'était pour moi encore très nébuleux. Enfin, c'était pas clair, mais je continuais à coacher mes petits HP. Et puis, j'ai rencontré une personne qui est anthropologue. Alors, pardon, je ne me suis pas présentée, je vis à Bayonne et je fais du coaching professionnel et que professionnel, essentiellement dans le monde de l'industrie. Voilà, je referme la petite présentation. Et donc à Bayonne, voilà, une amie d'amis qui me dit être spécialiste des HP. Et donc, dans un de mes coachings, je vois un monsieur en peine, vraiment perdu, ne comprenant pas sa différence, enfin très emprunté avec tout ça. Et je l'envoie à cette personne, à cette amie, enfin à cette connaissance, et je dis, écoute, je ne sais pas ce que tu peux en faire, est-ce que tu le recevrais? Bon, elle me dit oui, bien sûr, parce que c'est son job. Bon, elle reçoit ce monsieur et je vois ce monsieur faire des pas de géant. Donc, on me fait un break sur le coaching, il revient, il fait des pas de géant. Waouh! Et cette amie, elle s'appelle Olivia, et si je la cite, c'est qu'elle serait OK, figure-toi, Hélène, pour éventuellement faire une intervention pour essayer de répondre à toutes les questions qu'on se pose sur qu'est-ce que c'est qu'un HP, un HPI, un HPE, un zèbre, etc., etc. Donc, elle est OK pour intervenir lors d'une de nos futures réunions. Et donc, avec Olivia, on s'est dit, elle me dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'original, d'inédit? Bon, et donc, OK. Et on a décidé de travailler ensemble. Et donc, on propose une intervention à 4 mains. Mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas du tout coach, hein.
Moi, je ne suis pas du tout anthropologue, mais le binôme marche bien. Et j'ai commencé à m'intéresser, à faire des recherches. Est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à ce croisement, à cette, l'intelligence de soi et tout ce que vous venez de nous dire et de nous rappeler sur le dialogue intérieur et l'intelligence de soi et des travaux sur les HP. Et bien, figurez-vous qu'il n'y a rien. Nada, rien. Et donc, j'ai décidé, donc j'ai appelé Hélène en disant, écoute, il n'y a rien, est-ce que tu sais si ça existe, ça m'intéresse, j'ai une intuition de dingue qu'il y a quelque chose à creuser, mais je suis toute seule avec moi-même et donc la petite graine, c'est ainsi qu'Hélène me l'a renvoyée, la petite graine était semée dans la tête d'Hélène et elle est revenue vers moi, elle me dit, écoute, si ça t'intéresse, un atelier pourrait être chouette. Et vraiment sous l'angle, alors moi ce que je propose, parce que oui, ce que nous proposons, mais ce que je propose, c'est vraiment de la R&D. C'est-à-dire que moi, je tiens un petit carnet dont je me sers pour mes supervisions, j'imagine comme pas mal d'entre eux, mais également un petit carnet sur vraiment ce que j'entends des HP, ou ceux qui pensent l'être, en lien avec notre démarche, notre démarche de coaching. Et en fait, j'ai envie de partager, j'ai envie de vous écouter, et pourquoi pas d'écrire quelque chose qui tient la route, j'en sais rien. On serait bien les premiers. Hein, Hélène, tu confirmes, hein? Ouais, ben, en tous les cas, alors je t'avoue que moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais tu m'as dit qu'il y en avait pas, et qu'en revanche, c'est sûr que c'est le rôle de ces ateliers-là. Ouais. Voilà. Et j'ai demandé à j'ai eu une petite alternante cette année, elle-même HP, je lui ai demandé de faire des recherches on the world, et elle n'a rien trouvé. Alors, il y a un peu de… Il y a une personne peut-être à Bordeaux qui fait, d'ailleurs, je crois, qui était intervenue dans l'association francophone, je crois. Hein, voilà. Mais c'est la FTP. Ouais. Mais c'est une conférence de 5 minutes qui est filmée ou 10 minutes et rien de plus. Voilà. Donc on s'est dit que si ce n'était pas Osiris qui faisait ça, qui le ferait, quoi. Hein, voilà. Et moi, je suis passionnée et totalement empreinte. Voilà, je vis avec cette démarche, comme beaucoup d'entre vous, vous avez témoigné, mais j'en fais partie aussi. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de travailler. Et voilà, et c'est le grand projet de ma fin de carrière. Voilà. Et j'ai à cœur vraiment de mener ce projet avec Osiris. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire ou si ça vous parle ou si j'espère que ça va en intéresser certains. Je peux prendre la parole, Anne. Oui, il y a un congrès qui est prévu, je crois, du 4 au 7 octobre, du 3 au 11 octobre, qui s'appelle Douance, qui est un congrès qui tourne autour de HP, Zèbre, etc. Mais, alors ça… Alors, sur les hauts potentiels. Alors, en ligne. Des conférences, des bouquins, des blogs, on est envahi. Et il y a des choses formidables. Hein. Ce n'est pas un blog, c'est un congrès. Hein. Voilà, mais ça ne m'étonne pas. Oui, j'en ai entendu parler. Enfin, je m'y suis intéressée. Je pense que ma consoeur Olivia, sûrement… Alors, sur les HP, il y a énormément de choses. Énormément de choses. D'ailleurs, c'est presque un peu pour ça que je suis un peu… voilà, je suis un peu noyée dans tout ça. Mais moi, vraiment, enfin, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment de ce croisement. Est-ce que l'intelligence de soi pourrait pas être un moyen… En fait, en 2 mots, surtout, c'est que les personnes qui tapent à ma porte sont des personnes qui sont en souffrance, qui sont en décalage, qui se sentent incompris, qui se sentent stupides et qui sont… Je ne parle pas des hypos, les talents d'entreprise, je ne parle pas d'eux. Hein, voilà, je parle vraiment des gens qui sont en souffrance. Anne, de toute façon, en fait, ça sera sûrement d'ailleurs le début de cet atelier, hein, de recentrer bien les choses. Voilà. Je vois Lionel, merci Lionel qui a partagé la conférence qui dure 1h26. Donc, ça peut être un bon démarrage. Je ne sais pas qui intervenait. Lionel, tu sais peut-être? Oui, c'est Fabrice Michaud qui est un spécialiste de la question. Ouais. Voilà. Absolument.
C'est le grand spécialiste de la question. Et je crois, Anne, et c'est aussi l'intérêt de ce genre de choses, c'est que Fabrice a des partis pris sur la typologie avec lesquels tu n'adhères pas forcément. Et là encore, mais c'est bien de confronter, c'est bien puisque on est en recherche et développement, c'est-à-dire que c'est difficile de dire tous les hypos sont, par exemple, FI en dominante, ce genre de choses. Donc, c'est intéressant d'aller remettre ça en question. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le mail de Anne. Merci beaucoup, Anne, de ta présentation. Et évidemment, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Merci. Alors, pour conclure, donc, nous avons 4 agendas. N'hésitez pas à vous inscrire. Tout ça, c'est sur le forum. Vous avez les mails des leaders. Je souhaite bon vent à chacun. Moi, je suis déjà inscrit dans un, mais n'hésitez pas à vous en inscrire sur 2 pour ceux qui veulent. L'important, ce n'est pas d'en faire beaucoup, c'est de le faire en profondeur et de contribuer aux travaux. Peut-être pour finir, quelques éléments qu'on souhaitait partager avec vous et chacun va pouvoir profiter de sa soirée. Toujours dans cette idée d'être catalyseur acteur, on a une petite nouvelle quand même très sympa pour Osiris qu'on souhaitait partager parce qu'elle fait partie aussi de notre raison d'être. C'est que, Bruno, tu peux en parler, nous sommes certifiés Bicorp depuis la semaine dernière. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est Bicorp, ça vient de Benefit Corporation. C'est une organisation non gouvernementale américaine à l'origine qui a eu comme chemin de décision de dire on va essayer d'aider les entreprises à avoir un impact sociétal et environnemental positif. On s'est très vite, quand on a repris Osiris, c'était un de nos leitmotifs, tant et si bien qu'on a modifié nos statuts pour intégrer cette notion d'impact sociétal et environnemental positif. Ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, on a de la transparence dans nos pratiques environnementales et sociétales et qu'on a dû répondre à plus de 200 critères évalués. Alors, on n'est pas encore tous, bien évidemment, au maximum, mais en tout cas, c'est notre volonté à chaque fois qu'on fait une démarche, qu'on a une démarche. Voilà, et vous avez dans le dessin de droite, là, sur tous les endroits où on essaye d'avoir un impact le moins important. Comment ça se traduit en chiffres? Dans le monde, c'est un peu plus de 4000 entreprises qui ont été certifiées. En France, c'est 200. Et puis, pour vous citer un petit peu les plus connus, il y a Nature et Découverte dedans, il y a La Ruche qui dit oui, il y a Naturalia, il y a Veja aussi, pour vous donner un petit peu l'impact et le mouvement dans lequel veulent aller ces entreprises. Donc, on s'y inscrit. Ça a été un long chemin, pour ne rien vous cacher. Ça nous a pris quand même un peu plus d'une année. Mais voilà, ce qui nous amène à chacune de nos actions qu'on prend, à chacune des décisions qu'on prend, à être bien sûr qu'on s'engage pour un monde et une société plus positive, en tout cas, dans les sens que l'entend Bicorp. Je veux vous dire que moi, je suis très sensible. L'idée qu'on puisse dire que le travail sur soi, la montée en lucidité, la compréhension de la diversité est du développement durable, je trouve ça génial. Voilà, donc je suis très fière de nous. Absolument. L'idée de promouvoir la diversité, de promouvoir l'intelligence de soi, la typologie, on considère que c'est peut contribuer sans arrogance à un monde meilleur. Et je suis sûr que tous ceux qui sont ici le pensent et le font au quotidien. Donc voilà une information positive qu'on souhaitait partager. Vous dire rapidement, hop, voilà, c'était ça, que nous finalisons le recrutement de la DIM 25, que les jurys, on a eu 5 personnes qui se sont proposées pour nous aider. On les remercie très chaleureusement. On a Lilia qui l'a déjà fait la semaine dernière pour le jury de la DIM 24. Puisque vous savez maintenant qu'avec le nouvel RNCP, les jurys sont très normés avec des épreuves orales, écrites, pour pouvoir obtenir le diplôme de coach professionnel. Et on refait un jury pour la DIM 24, donc là c'est la DIM 23, la DIM 24 en janvier. Donc si certains d'entre vous souhaitent faire partie du jury, ils sont les bienvenus. L'important c'est d'être coach
certifié coach praticien. Voilà, donc si vous souhaitez faire partie du prochain jury, suffit de nous faire un petit mail et on sera ravis d'en discuter avec vous. C'est aussi contribuer un peu à la vie de l'école. Et dernier élément, on vous donne rendez-vous le 28 novembre à 18 h pour notre prochaine conférence. Alors, on a eu une montée en progression puisqu'on a démarré par la typologie avec la FTP. On est passé par le rapport typologie neurosciences, on est passé par le dialogue intérieur. Ce ne serait pas incroyable de discuter de l'intelligence de son en décembre. On regarde, mais on revient vers vous pour le sujet et les intervenants. Et voilà, on vous remercie, puis on vous souhaite surtout une bonne semaine. On est un petit peu en retard, désolé, mais voilà, il y a eu beaucoup de discussions et c'est ça le plus important. Merci encore de votre contribution auprès d'Osiris et n'hésitez pas à nous joindre pour quoi que ce soit et surtout de vous mettre en relation les uns avec les autres pour contribuer à notre raison d'être. Bonne soirée, bonne semaine. Merci beaucoup à François et Marie-Agnès encore. Et on se retrouve le 28 ou avant. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bravo et merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Soirée.